La grande épicerie, c'était mon premier projet. C'était la première semaine, j'arrivais. Il me dit, tu fais ça. Et du coup, je me suis dit, OK, on est sur quand même on est quand même sur un gros client, je peux pas me rater. Bon, j'étais plus là en mode, je veux apprendre. Et si ça se trouve, un jour, moi aussi, je serai lead et voilà. À quel moment le designer UI va intervenir dans le projet, de la conception, de la réflexion du projet? J'avais besoin d'avoir cette approche avec le dev pour lui expliquer plus précisément ce que moi, j'imagine. Voilà, j'imagine sur l'interface, les transitions, voilà, le parcours, entre guillemets. Dis ça encore une fois. Dis ça. One more time again. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Cofondateur de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews de talk débat, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast IDOSA et le premier épisode de la série Discover qui a pour but de faire découvrir les métiers du digital, du web et du e-commerce. Mon invité du jour est une personne très talentueuse avec qui j'ai déjà eu l'opportunité à maintes reprises de collaborer. Elle a le rôle de ce qu'on appelle designer UI. Au travers de son expérience et de son parcours, nous essaierons d'expliquer, de faire comprendre le métier en fait d'un designer UI, à quel moment on fait appel à lui, avec qui il interagit, quelle est son importance dans un projet web, technologique ou digital, comment en gros il se place dans l'écosystème finalement qui est autour de ça. Il y a quelques années, j'étais alors encore CTO de Complay, qui est une agence digitale en Martinique, et nous cherchions en fait un directeur artistique, donc on appelle un DA dans le monde de notre écosystème. Et Kathleen, donc du coup, elle a postulé pour plein de raisons. Cela ne s'est pas fait, mais quand j'ai vu ce talent, pour moi un talent brut en termes de créativité, moi j'aime pas voir les talents ne pas bosser avec moi. Donc on est resté en contact, et puis un peu plus tard, quand j'ai eu des projets à lui proposer, on a collaboré ensemble sur d'autres activités en fait que je mène. Je suis forcément très content de recevoir aujourd'hui Kathleen LC. Kathleen, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super. Kathleen, est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Ok, moi c'est Kathleen, je suis de Martinique, j'ai 26 ans, enfin bientôt 27. Je suis partie après le bac, comme beaucoup de jeunes en France hexagonale. Je suis partie à Paris, je suis restée 6 ans. Après, je suis allée à Bordeaux pour changer d'horizon avant de revenir au pays. Et entre ces 8-9 années, j'ai étudié l'art entre guillemets graphique et je me suis spécialisée dans le design d'interface parce que j'aimais beaucoup ce côté très digital. Et j'ai commencé dans les grosses boîtes avec des annonceurs. Après, je suis allée dans les startups, puis agence digitale où je me suis j'ai vraiment appris du métier dans l'agence digitale sur Paris. Je suis restée 1 an et demi et après, je suis partie à Bordeaux pour me mettre en freelance. Où j'avais déjà commencé le freelance, mais je me suis mis à temps plein. Je me suis mise à temps plein en freelance à Bordeaux où je suis restée 2 ans et demi et puis là, me revoilà au pays. Mais je travaille toujours avec des clients à Paris ou ailleurs dans le monde sur le freelance et même avec une boîte à Bordeaux régulièrement. Ok. Alors, si on revient sur la partie donc interface, qu'est-ce que c'est une interface pour le coup? Pour moi, une interface, c'est ce qu'on voit entre guillemets que ce soit sur un support tel qu'un iPad, une tablette, un ordinateur ou un téléphone. Et c'est différentes, comment expliquer ça? Différentes formes, différents composants qui te permettent de visualiser, en fait, l'information. Okay. Donc, tu as une hiérarchie d'informations avec des couleurs, des typos, des formes qui te permettent de comprendre mieux l'information et d'avoir un parcours utilisateur un peu plus intéressant, lié, entre guillemets, à la clientèle, à la cible du projet.
Ok, donc c'est le support finalement qu'il va avoir entre un utilisateur et différentes machines Exactement. pour qu'il puisse interagir avec les machines. Exactement. Pour arriver à une action clé selon, entre guillemets, le projet, la cible, l'idée, entre guillemets, qu'on veut donner, la finalité qu'on veut donner, entre guillemets, au parcours du client, enfin de celui qui va, entre guillemets, aller sur l'interface. Alors, tu parles justement de parcours, ça, on va Ouais, on ça, va c'est venir, autre, oui. on va venir après. Là, c'est Parce autre. que bon, on sait très souvent qu'on Ah parle oui. du I, mais après on parle du X. Est-ce que, C'est ça. quelle est la différence entre les deux? Exactement. C'est complémentaire ou pas? On sait pas, voilà. Bref, Ouais. il y a tout un, La tout un frontière sujet. la frontière est très, Elle est très mince. est très fine, ouais. Exactement. Et alors, en tant que QI, en quoi ça consiste pour toi le métier de designer UI? Demain, quelqu'un vient te voir et dit voilà, moi j'ai un projet, je souhaite monter une application mobile ou pour le coup un site web. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour pouvoir designer une interface qui va correspondre aux attentes du client? Alors, moi, quand un client me demande ça, je demande principalement la cible. Si la charte, entre guillemets, déjà établie, parce que pour moi, un design d'interface, c'est aussi d'abord, enfin, il y a le design d'interface et l'interface, mais il y a aussi le design. Le design, c'est assez important pour pouvoir justement capter l'utilisateur, aussi bien par rapport, entre guillemets, à sa sensibilité. Donc, du coup, moi, je vais vraiment m'intéresser entre guillemets, à la charte graphique du client, aux pages dont il a besoin, c'est-à-dire aux interfaces dont il a besoin. Et après cela, moi, je vais créer en fonction des sections, des composants, et je vais amener tout ça, et ça va donner une page internet, une application mobile, etc. Ok, donc toi, tu peux à la fois t'intégrer dans une charte existante, Oui. mais aussi te positionner en tant que DA, Exactement. pour le coup, et créer vraiment tout l'univers graphique du client. Exactement. Parce que avant d'être designer d'interface, j'étais directrice artistique. Et pour moi, ça, voilà, là aussi, la frontière, elle est très fine. Donc, j'étais designer artistique. Donc, du coup, j'ai cette approche très créative, au niveau de l'interface. Donc, du coup, si un client me dit from scratch, ben, pour moi, c'est encore mieux parce que du coup, je peux me lâcher. Même si je m'adapte forcément aux contraintes du client, mais je peux me lâcher et je peux vraiment créer quelque chose qui est propre au client et unique vraiment au client. Donc, au projet du client, en tout cas. Et quel parcours tu as suivi pour devenir designer UI? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique après que tu aies fait la partie vraiment DA, créative et tout? Tu dis, bah, ok, il y a un cursus à prendre ou c'est quelque chose que tu as appris sur le tas, tu t'es formé toi-même, en fait? Ouais, alors, pour être honnête, depuis très longtemps, je savais que j'étais convaincue que j'allais travailler dans tout ce qui est graphique. Donc, j'ai commencé tout bêtement par une prépa. Alors, c'est venu comment? Alors, justement, quel était en toi le déclic de te dire, je sais pas, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, de dire, bah, ah oui, moi, en fait, je suis une créa et je fais de la créa. C'est quoi le premier souvenir de te dire, le premier souvenir, je me rappelle, c'est un souvenir très vague. En même temps, c'est comme si c'était hier. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas vraiment, comment dire, je me suis vraiment intéressée à ça quand j'ai commencé à dessiner très petite. Et quand on m'a demandé, j'étais chez une amie à ma grande sœur, j'ai vu une photo d'elle et je l'ai reproduite, mais limite c'était son portrait. Enfin, c'était son portrait. On la reconnaissait et j'avais même pas 10 ans. Okay. Et du coup, c'est ce souvenir-là que je me dis, ouais, c'est ça qui t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué parce que ma grande sœur, on a quand même quasiment 10 ans de différence, donc elle, avec ses copines, elle montrait ça à leurs parents. Et du coup, ils étaient tous étonnés qu'à mon âge, aux alentours de 10 ans, je sache aussi bien dessiner. Sans prendre de cours. Sans prétention et sans prendre de cours. Et du coup, je me suis dit, c'est sûr, j'aime bien. Ça me permettait de m'évader. Et puis, je savais que, la communication, c'est ce que j'aime. Donc, si je pouvais communiquer par quelque chose de graphique, c'était encore mieux. Donc, du coup, j'étais sûre que j'allais pas finir, mais en tout cas, que j'allais m'orienter dans ça, oui. Ok. Et donc, du coup, pour le coup, quel parcours tu as suivi toute la partie vraiment designer après ça? Alors moi, j'ai commencé, comme je disais, une prépa art. Après, je fais un BTS design graphique que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être en alternance. Donc, ça m'a permis de savoir vraiment si ce que je voulais, c'était vraiment être designer graphique ou autre. Et au fur et à mesure des années, dans cette entreprise, je me suis dit qu'il y a quelque chose, parce que je travaillais pour un annonceur qui était, disons que c'est, je sais pas si je peux dire le nom. Oui, on n'a pas de... C'était l'un des leaders du e-commerce, c'était avant privé, donc aujourd'hui VP. Et du coup, c'est un site internet. Et moi, je travaillais sur les visuels, donc les campagnes de communication via le site internet avec des grandes marques telles que Ricard, Adidas, etc. Et je me suis dit,
il y a une interface, donc il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai creusé et je me suis dit, pourquoi pas aller sur plus de l'interface que du visuel, photomontage, illustration, etc. Et je me suis décidée, après ces études de BTS, de faire un master dédié à tout ce qui est multimédia, mais spécialisé digital, donc design d'interface. Ça englobait un peu tout, chef de projet, etc. Mais c'était spécialisé vraiment interface. Donc, j'avais des cours d'UX, des cours d'UI. Dans quelle année, ça, à peu près? Ça, c'était en 2015-2016. Ok. Donc, on abordait déjà... Non, du coup, je prends un petit coup de vieux, en fait, en même temps que tu me dis ça. Mais on abordait déjà dans les cours ou pas tout ce qui était les montres connectées, tout ça, ou pas encore? Oui, on abordait déjà ça, oui. Okay. On avait déjà Bon, après, c'est autre chose, mais on avait déjà, par exemple, la réalité augmentée. Donc, du coup, oui, on abordait déjà beaucoup le côté connecté. Mon projet, par exemple, de fin d'études, c'était une borne interactive dans les musées. D'accord. Et ça, j'ai kiffé. Et c'est là que j'ai eu ce déclic en me disant, il faut absolument que je trouve une boîte qui fait de l'interface. Enfin, quasiment que ça. D'accord. Donc, après, j'ai cherché, j'étais en start-up. Et après, je me suis vraiment amusée en agence digitale parce que eux, c'est vraiment... ils touchent à tout. Donc, c'est de la pub, de l'interface et autres. Donc, du coup, je mettais ma pierre à l'édifice dans tout, dans l'illustration, dans la direction artistique et aussi dans les grands sites, comme l'un des grands sites que je t'avais dit à l'époque que j'avais conçu, c'était la Grande Épicerie de Paris. Donc, je me suis vraiment amusée dans ça. Et après, c'était mon premier projet, entre guillemets, en tant que DA UI. Après, c'est parti, je kiffais. Quelle est la part, on va dire, d'apprentissage personnel, justement, quand tu travailles dans ces entreprises-là pour dire, moi, je veux approfondir mes connaissances en design UI ou en interface compagnie. En termes de pourcentage, c'est quoi le pourcentage de travail personnel, d'investissement personnel pour toujours s'améliorer finalement? En termes de pourcentage, je dirais qu'il y a, en agence digitale, c'est toujours plus petit. Là, c'est à taille humaine, donc c'est toujours un peu plus petit que quand tu es dans une grosse boîte où tu as plein de collaborateurs à travers le monde. Donc, du coup, tu te sens moins, tu te donnes moins la pression de t'investir. Là où, dans une agence digitale, tu connais quasiment tout le monde. Il faut être quand même un peu à la hauteur. Donc, je pense que je m'investis plus à taille humaine que quand il y a 10 000 collaborateurs qui me connaissent à peine. Okay. Voilà. Donc, c'est pas que je fais l'effort, mais en tout cas, je m'investis davantage parce que je sais que ces personnes-là vont apprendre à me connaître vraiment, à connaître mon univers et on partagerait de vrais moments, que ce soit sur la créa ou sur d'autres projets dans la boîte, quoi. Et dans l'émission sur lesquelles tu es intervenu, c'était des émissions où il y avait plusieurs designers, donc vraiment une équipe de designers, ou tu étais toute seule? Alors, dans l'agence digitale, du coup, où je me suis... Oui, pour le coup, ouais. C'était une équipe. Okay. C'était une équipe où on était... j'avais un DC, donc un directeur de création, et moi, j'étais la DA. Donc, on était 2, voire 3 des fois, mais pas plus. Et j'ai énormément appris avec cette équipe-là. Je venais d'arriver, du coup, je me rappelle où j'avais cette pression parce que j'avais jamais bossé dans une agence digitale. À Paris, dans une agence digitale, c'est quelque chose. Ça reste un univers totalement différent. On va dire, qu'on se le dise, l'agence digitale, c'est particulier. Enfin, faut aimer. Et, et moi, j'avais cette pression de me dire, bon, je suis dans une agence. En fait, c'était un groupe de pub. C'était un grand groupe. C'était le groupe Hérésie. Donc, c'est un groupe de pub et qui avait une agence digitale dédiée clairement aux interfaces, etc. Et j'avais cette pression de me dire, bon, est-ce qu'il faut... il faut que je sois à la hauteur, quoi. Et du coup, j'ai énormément appris avec cette équipe. Ce DC qui m'a carrément appris beaucoup de choses, qui m'a donné libre cours à mon imagination, par exemple, sur des clients. La Grande Épicerie, c'était mon premier projet. C'était la première semaine, j'arrivais, il me dit, tu fais ça. Et du coup, je me suis dit, OK, on est sur quand même un gros client, je peux pas me rater. Et voilà, il a eu confiance et ça a donné, on était sur 6 à 7 mois de prod sur ce projet, c'était génial. Okay. C'était génial. Après, les autres projets sont enchaînés et ouais, j'ai énormément appris de cette expérience en tout cas. Du coup, dans les projets, finalement, on peut effectivement des fois un peu tout seul ou en groupe. On apprend toujours Bien quand sûr. on est avec du monde. Oui. Et quand on est designer, alors est-ce qu'il n'y a pas des fois un peu de guerre d'ego, voilà, moi je suis là, c'est moi le lead dessus, on fait ce que je dis et compagnie.
Oui, il y a toujours cette guerre d'ego, mais c'est toujours bienveillant. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai toujours eu des personnes bienveillantes autour de moi qui, ok, ils voulaient être les leads et on voyait qu'ils étaient les leads, mais c'était pas pour écraser l'autre. C'était toujours, je t'apprends ça, prends ce que tu as à apprendre parce que demain, moi, si je pars, ben voilà. Et surtout que dans les agences, ça tourne. Donc, on a beaucoup de turnover. Donc, du coup, moi, j'étais pas en mode, bon, il se la pète. Non, j'étais plus là en mode, je veux apprendre. Et si ça se trouve, ben, un jour, moi aussi, je serai lead. Et voilà. Enfin, moi, j'avais pas de problème avec ça. Parce que pour moi, faut bien apprendre à quelqu'un, faut bien déléguer. Il faut montrer aussi que t'es là t'as les épaules si la personne a des questions, faut savoir répondre. Et ben pour le coup, j'ai eu des réponses à mes questions. Donc, ces questions d'ego, non, j'ai pas eu de... Et comment se passait finalement? Donc, chacun avait un peu ses projets finalement. Ouais. Des fois, je pense qu'un designer intervenait aussi sur ton projet, peut-être donner un coup de main s'il y avait un coup de bourre à donner, choses comme ça. Comment se passait finalement la synchronisation est-ce qu'il y avait des sessions pour dire voilà ce que j'ai fait? Est-ce que c'est toujours dans la charte? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que tu avais en tête et tout? Comment étaient organisées ces sessions-là finalement de mise en commun du travail en designer? Si je prends des exemples, on avait chacun, entre guillemets, en équipe, nos tâches. Donc, par exemple, si on a un site internet, on a un nombre de pages à faire. Et à chaque fin de semaine, à chaque fin de cycle ou de sprint, on se voyait, on se disait si on est toujours d'accord, si ça va avec ça, etc. Et à ce moment-là, chacun intervenait. Et c'était même pas une question de lead qui te disait fais ça. C'est moi aussi, je pouvais dire au lead. Par contre, ce que tu as fait, ça va pas avec la page que j'ai fait. T'as fait de la merde, quand même. Et est-ce que ça te dit pas de rechallenger ou vice-versa? On était vraiment dans l'échange. On n'était pas dans une dictature haute. C'était vraiment un échange autour de ce qu'on avait fait chacun de notre côté pour assembler tout ça et donner un site cohérent. Ok. Alors, tu as parlé de projets un petit peu from scratch, de projets digitaux. Imaginons un client, alors le commercial d'une agence pour le coup qui dit j'ai trouvé un nouveau client, là machin, il y a ça. À quel moment le designer UI va intervenir dans le projet, dans la conception du coup, dans la réflexion du projet? Alors, je pense que le designer peut intervenir au tout début, une fois que le commercial a pris contact avec une agence ou avec son prestataire. Mais le designer, enfin moi en tout cas, j'aime bien quand les choses sont déjà écrites. Okay. J'aime pas arriver où on sait pas ce qu'on fait. J'aime bien avoir un brief clair. Donc je pense que lui designer peut arriver après toute cet échange avec le directeur, le DC ou autre, le product owner concernant le produit à développer. Et du coup, le designer, lui, va arriver au moment où on va dire, bon, c'est parti, on a cette roadmap, dans telle semaine, on commence la DA ou le design du site. Tu vas commencer par telle page, etc. Mais après, je pense qu'il peut intervenir dès le début. Mais moi, de mon expérience, je préfère intervenir une fois que le brief est clair, une fois que tout est bouclé et je pars dessus, quoi. Du coup, il faut que tu accompagnes aussi sûrement le chef de produit, Exactement. d'ici, pour dire, voilà comment moi je veux un brief. Ouais. Voilà ce qu'est un brief pour le coup et ce qu'on attend derrière. Ouais. Pour que toi, derrière, tu peux plus facilement décliner Exactement. et travailler une DA. Ouais, exactement. Oui, moi, si je prends un exemple tout clair, en freelance, par exemple, j'ai des clients qui me disent, je veux tel site. Le client que j'ai veut le nombre de pages et me demande, par exemple, est-ce que c'est jouable? Oui, c'est jouable, mais il me faut... Tout est jouable, de toute façon. tout est faisable, mais il me faut voilà un cadre. Il me faut un cadre et moi si par exemple le client il n'a pas forcément d'idée sur ce qu'il veut, moi je vais l'accompagner pour savoir ses attentes finales par rapport à son produit, que ce soit l'application, un site internet, et on va échanger tout au long de cette cette période de recherche pour arriver à débuter entre guillemets l'interface, le design d'interface. Ok. Alors dans la recherche effectivement au design d'une interface. Un designer, c'est un créatif. Ouais. Comme tout créatif, il peut avoir une panne d'inspiration. Bien sûr. Ouais. Comment ça se passe quand tu as un client, tu as un projet à rendre ou une DA à montrer et tu n'as pas d'inspiration? Ouais. Moi, je cherche. Je cherche partout. Je cherche sur Internet. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Donc, je cherche sur Internet, je cherche dans mes livres. Il peut arriver que
je retourne dans mes cahiers, enfin voilà, mes trucs d'école et il y a des idées qui me viennent et voilà. Enfin, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de me dire bon, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça dure jamais trop longtemps. Ok. Et puis quand moi, en tout cas, quand j'ai une panne entre guillemets d'inspiration, ben je prends le recul, je fais une pause, je vais faire autre chose, je reviens avec les idées un peu plus claires. Mais dans tous les cas, ouais, il y a de la ressource sur Internet, il y a de la ressource, même quand tu parles à d'autres personnes, d'autres designers. C'est ça aussi qui est bien. C'est quand je pense que c'est dans tout métier, hein, quand tu as un métier et que tu aimes ce que tu fais et que tu t'entoures de personnes qui font un peu la même chose, quand tu en parles avec eux, bah, ils peuvent te lâcher des petits tips voilà, par rapport à ton projet, même si tu vas pas dans le détail de ton projet, mais rien que le fait d'en parler, ça te donne des idées. Donc voilà. Ok. Le designer, bien souvent, il est aussi intégré à les équipes de développement. Oui. Donc, le développeur, que ce soit développeur Ouais. front ou back, on en parlera dans les podcasts. Ouais. Quelle relation a le designer avec les développeurs au quotidien? Alors, je peux donner plusieurs types de relations. C'est-à-dire que quand j'étais en agence, c'est-à-dire salarié, la relation, elle était inexistante. parce qu'en Pas de fait, relation. non, parce qu'en fait, on avait le pôle créant, on avait le pôle dev. Une fois que ma partie était terminée, on passait au pôle dev. Et s'il avait des questions, il revenait vers moi. Mais Ok. c'était très rare. Parce que le travail c'était assez fluide. Donc, il y avait pas trop d'échanges entre le dev et moi, par exemple, designer d'interface. Là où aujourd'hui, quand je suis passée en freelance, j'avais besoin d'avoir cette approche avec le dev pour lui expliquer plus précisément ce que moi Ta vision des j'imagine. choses. Voilà, j'imagine sur l'interface, les transitions, voilà, le parcours entre guillemets. Et du coup là, la relation devient plus, en tout cas, on est beaucoup plus proche avec un dev à ce moment-là. Et du coup, on discute de tout de tous les éléments, les composants du site, notamment dans la livraison des composants, tout ce qui est pictogramme, etc. Là où en agence, il prenait moi, je me rappelle pas en tout cas avoir eu de relation avec un dev à ce niveau-là, au niveau du travail même, au niveau d'un Il projet. challengeait jamais, en fait, ce que tu proposais. Même en termes de difficultés techniques, d'implémentation, choses comme ça. Oui, au niveau des contraintes techniques, oui, on avait un point en amont de ce qu'on pouvait faire, ce qui était impossible à faire, ce qui n'était pas possible à faire. Après, tout est possible. Hein, après, c'est une question de budget, de temps, etc. Et du coup, effectivement, on avait des points à ce niveau-là. Et une fois qu'il avait des questions, moi j'avais des questions, si c'était possible à faire, on le faisait. Mais c'était pas constant, c'était pas régulier comme aujourd'hui avec un DC ou avec une team de designers, on va travailler au quotidien ensemble. Avec le développeur, ça va arriver après ou bien avant le projet. Ok. Donc, voilà. Mais même quand le projet du coup est lancé, il y a quand même une relation pour le suivi, pour les futures choses qui vont arriver. Les fonctionnalités, les futures fonctionnalités. Oui, il y a toujours un échange avec le développeur au cours du projet. Ok. Je pense avoir déjà un petit peu la réponse à ma question, mais quel est ton plus beau souvenir ou accomplissement en tant que designer UI? Ah ouais. Chaud. Franchement, un seul. Vas-y, donne-moi plusieurs. Non, en vrai, l'un des plus beaux, je t'avouerai que c'est vraiment le site où on m'a fait confiance. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans cette agence digitale, on m'a dit, la Grande Rep. C'était la Grande Rep ici, pour moi, c'était vraiment, j'avais jamais fait ça, quoi. Je suis arrivée, j'avais à peine, ça faisait 2 semaines que j'étais là, ils m'ont dit, tu seras la DA dessus, avec le DC. Et on sera sur ça et tu iras voir les clients, on fera des réunions, c'était à le bon marché. Le bon marché, ouais. Et moi, j'étais grave, c'était la hype, quoi. Enfin, j'étais bien, je me dis, je me suis dit, t'as été vue de Sèvres et compagnie. Exactement. Et ouais, je me suis sentie, je sentais que je servais à quelque chose. Là où peut-être avant, dans mes autres expériences, c'était comme je disais, c'était machinal. Je travaillais, je savais ce que j'allais faire la journée, etc. Alors que là, j'avais un projet from scratch où on devait poser cette DA, même s'il y avait déjà eu, parce qu'en fait, ils ont gagné l'appel d'offres. Et moi, je suis arrivée au moment où la prod commençait. Donc, du coup, il y avait quand même du challenge, mais j'ai quand même été DA sur ce projet avec le DC et du coup, c'était très enrichissant. Et c'était pour moi, en tout cas, le premier souvenir en tant que designer d'interface.
où je me suis vraiment amusée. C'est vraiment éclaté. Ouais. Et Et après, c'était le freelance. J'ai fait de très beaux sites, notamment avec toi. je sais. Et le pire, alors, celui te dit, mais j'aurais jamais dû accepter ce client ou cette mission. Alors, le pire, je vais pas donner de nom. Non. Mais ouais, c'était quand je me suis lancée en freelance à temps plein et je venais d'arriver sur Bordeaux et je me suis dit client trop cool et tout. Et c'était pour un site internet. Et plus j'avançais dans les livrables, moins je voyais l'argent. Donc du coup, ouais, c'était. Et puis en fait, il n'était pas joignable tout le temps. Donc ouais, non, c'est des choses qu'il faut cadrer, je pense, dès le début. Et là, c'est pas que je débutais à temps plein. Enfin, c'était à temps plein. Donc du coup, je commençais un peu à savoir quel client je voulais prendre ou pas. Et lui, je me suis dit direct, s'il revient vers moi, en tout cas, c'est next. Et il est revenu vers moi 6 mois plus tard et je lui ai dit next parce que je savais que ça allait pas coller. Il y a des projets comme ça. Et voilà. Parce que finalement, mine de rien, là, donc tu t'es mis à temps plein en freelance. Ouais. C'est une autre façon de voir les choses, de travailler dans les chaînes d'entreprise et compagnie et compagnie. Et c'est que là, tu vas aussi apprendre une partie qui n'est pas du métier du designer, mais qui est plus du métier du chef d'entreprise. Pour le coup. Exactement. Le relationnel, le côté commercial. Il y a tout ça qui rentre en compte quand tu es à ton compte. Donc c'est pas facile, mais finalement, j'ai trouvé que je me suis bien adaptée. En tout cas, quand je suis passée à temps plein, je pensais pas que j'allais avoir autant de demandes, si je peux dire, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et puis bon, le Covid est arrivé, et puis voilà, hein, on connaît. On connaît la suite. Alors, voilà. et je me rappelle un petit peu, donc c'était il y a 1 an et demi déjà, justement. Ouais. T'avais envie un petit peu de faire autre chose. Tu dessines beaucoup. Ouais. Tu vois où je veux en venir. Je veux où tu veux venir. Voilà, tu dessines beaucoup. Et du coup, c'est des genres de projets comme ça. Quel projet que tu as, pour le coup, pour t'aérer un petit peu l'esprit et faire les choses que tu as envie, en fait, qui sont pas de l'interface, mais qui sont plus des choses qui te ressemblent plus profondément. Comme tu l'as dit, hein, c'est le dessin, l'illustration. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai mon premier souvenir, c'était quand j'ai dessiné ce portrait de la copine de ma sœur. Et ouais, c'est pour m'évader, je fais ça. Et maintenant, ça devient encore plus présent. C'est pas juste pour, bien sûr, je m'évade en faisant ça, mais ça prend encore plus de place à côté de mon métier designer d'interface. Et du coup, je dirais quand même, on est sur du 50-50, voire 60-40. Donc, après, peut-être que c'est le but. C'est le but de vraiment d'en faire mon métier, d'être illustratrice. De vivre de ton art. De vivre de tout ça. Donc voilà, c'est une approche totalement différente parce qu'on touche à quelque chose de très personnel. Mais, et parce que je ne veux pas non plus en faire, je suis entre deux. En faire un métier ou pas, parce que j'ai pas envie que ça gâche cette passion, ce truc qui m'anime quand je dessine. Mais c'est toujours très plaisant de retoucher à illustration dès que j'ai le temps et voilà. Alors, on en parle, mais on donne pas le nom encore. C'est Kimoon4. Oui. Alors, comment tu l'écris sur Instagram? C'est KIM2ON. Ok. 4, K-A-T. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme illustration pour le coup? Alors là, c'est tout un univers très coloré, très coloré de good vibes, good vibes, Caribbean vibes. Et voilà, de tout ce qu'entre guillemets qui m'inspire. Donc au quotidien, que ce soit l'actualité, par exemple, j'ai fait un portrait de Kamala Harris quand elle a été élue vice-présidente aux États-Unis. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses sur la Caraïbe, sur l'histoire du pays, l'ambiance caribéenne, insulaire. Voilà, on va dire la vie des Noirs, entre guillemets. Et voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Et qu'est-ce qui t'inspire d'autre? J'ai vu tout à l'heure, tu avais un livre de graphisme. Oui. Moi, j'ai côtoyé forcément pas mal de graphiste. De graphistes, pardon, merci beaucoup. Au cours de ma carrière, j'en ai vu qui s'instruisent, qui vont lire soit des sites, mais aussi des ouvrages en fait de graphisme. D'autres qui ne lisent pas, qui vont pas apprendre. Est-ce que tu penses que c'est fondamental pour ne pas se sentir dépassé, justement, de toujours essayer d'apprendre? Et si oui, si c'est le cas pour toi, comment tu y procèdes?
Alors oui, je pense que c'est fondamental de toujours, en tout cas, d'essayer d'apprendre, en tout cas de s'intéresser. Pas forcément d'apprendre, mais de s'intéresser, d'être toujours à l'écoute, d'avoir l'esprit assez ouvert. Moi, ce que je fais, en vrai, c'est Instagram. Instagram, c'est devenu c'est devenu le nouveau Google pour moi parce qu'en fait, il y a tout. Bon, maintenant, il y a TikTok aussi, mais je suis pas encore, voilà. Voilà, moi, je pense que c'est important et voilà, moi, je vais sur des sites qui ont beaucoup de ressources. Pour l'interface, en tout cas, on a des sites, des références comme Awards ou autres. Et pour, par exemple, l'illustration. Enfin, voilà, il y a plein. Enfin, moi, je pense que oui, il faut s'intéresser. Il faut rester, il faut avoir, voilà, l'esprit ouvert. Faut aussi s'intéresser aux gens qui font aussi le même métier. C'est pas juste aller sur Google et taper, par exemple, interface 2021, best thing, tu vois. Faut vraiment essayer aussi d'aller à la rencontre des gens. Discuter avec eux. Voilà, discuter avec eux, même si tu les connais pas. Hein. Instagram, c'est là pour ça. Enfin, les réseaux sociaux, c'est là pour ça aussi. Donc, essayer de prendre contact et voilà et de. Parce qu'il y a des gens qui sont inspirants, que ce soit dans la Caraïbe, mais aussi Bien ailleurs, sûr. et qui font des choses assez folles pour le coup. Oui, moi j'en connais. J'en connais, oui, dans les interfaces, mais j'en connais beaucoup plus parce que comme je disais, l'illustration prend une grosse partie. Du coup, j'en connais beaucoup plus dans l'illustration. Mais voilà, il faut passer le cap de sa timide. Moi, par exemple, je suis très introvertie ou timide. Ben, si j'ai vraiment envie d'apprendre quelque chose, ben, j'y vais, quoi. Je fonce et voilà. On a parlé donc d'interface. Ouais. Ok, smartphone, tablette, ordinateur, ça c'est le classique, on va dire. Demain, dans 3, 4, 5, 10 ans, les interfaces, elles seront sûrement différentes. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelles seront les tendances potentiellement? Qu'est-ce qui va se faire dans le design d'interface dans le futur? Il y aura peut-être plus de smartphones. Ouais. Il y aura quoi? Franchement, faut avoir un esprit très visionnaire pour penser à tout ça, mais c'est sûr qu'il y aura peut-être plus de smartphones et peut-être qu'on va. C'est con, mais en regardant des films, tu te dis peut-être que tu vas regarder de l'interface, devant toi. Enfin, Minority Report, en fait. Exactement. Donc oui, ça peut être ça peut être. L'interface, ça peut, enfin, j'imagine, je sais pas, j'ai du mal à imaginer en fait un autre type d'interface parce qu'en fait l'interface, ça peut être, on l'imagine beaucoup digital, mais ça peut être, t'as de l'interface aussi autre que digital. Bien sûr. Donc là, quand je te dis le terme que tu as employé pour dire que oui, tu pourras avoir des interfaces devant toi, etc. Ça, je pense que oui, d'ici 3-4 ans, voire 4-5 ans, tu pourras avoir ça. Après, on a besoin de très bons devs. Après, il y en a. Mais les choses vont évoluer, ça c'est sûr. Alors, quand on parle effectivement d'interfaces qui sont peut-être devant nous, qui changent, on aborde aussi un peu le sujet, on rentre dans la transition qui est la fameuse user experience, donc l'UX. Ouais. L'interface, c'est ce qu'on voit. Ouais. L'UX, c'est comment on va interagir avec ce qu'on voit. Ouais. Quelle est la frontière entre les deux? Je t'aurais dit bonne question. Mais en vrai, la frontière entre les deux, c'est que moi, j'ai toujours essayé de fuir ce côté UX parce que c'est énormément de recherche, notamment sur la cible, sur le côté cognitif des choses. Moi, je suis créative, donc donc du coup, j'ai toujours essayé de fuir ça, mais la frontière elle est tellement fine parce que je pense que quand tu vas chercher à donner du sens entre guillemets à l'interface, il faut que lui, c'est-à-dire le designer, soit là parce que du coup, s'il veut donner, si on va rester sur l'UX designer, il va aller interroger la cible, il va comprendre les messages de la cible, mais sans le designer, je sais pas comment, mais il y a un travail très très proche entre les deux et il faut que les deux soient en corrélation sur la finalité du projet. Donc je peux pas te dire à quel moment ça se scinde, les deux univers se scindent, mais en tout cas. Mais moi, je pense que ça se scinde pas en fait. En ouais, réalité, ouais, c'est ça. Alors, chacun a ses affinités par rapport à une partie ou à une autre, et même dans l'univers de l'UX, il y a au moins 6-7
univers, en fait. Ouais. Tu as parlé du cognitif, il y a aussi le sensoriel, Bien sûr. il y a la data pure, en fait, qu'on va avoir sur le comportement des gens. Donc, il y a plein de choses qu'on va devoir analyser en amont, et pas que. Une fois aussi qu'on a lancé, effectivement, le produit, Exactement. l'interface et compagnie, étudier le comportement des gens, tester les choses, ajuster, Ouais. et surtout écouter, en fait, ce qu'on appelle le fameux feedback client, Exactement. qui est capital dans les métiers qu'on a aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Bah, après, là, aujourd'hui, je travaille sur un projet avec une boîte depuis ça fait 1 an, là. Et on a passé énormément de temps sur la recherche de l'utilisateur. Enfin, comment l'utilisateur va percevoir le message qu'on veut transmettre dans cette application-là. Okay. Et moi, j'ai intervenu, enfin, je suis arrivée à un moment. Et pourtant, tu vois, on dit qu'il n'y a pas trop de frontières et que les deux vont ensemble. Mais moi, je suis arrivée vraiment bien après cette phase de recherche. Mais une fois que là, le produit il est sorti, l'application elle est sortie en mars-avril, l'UX, entre guillemets, fait énormément appel à moi pour que je sois là également dans cette phase de réajustement par rapport justement au feedback du client. Donc, parce que là où tu es, il y a un vrai UX. Oui, il y a un vrai UX. Ok. Enfin, oui, il y a un vrai UX. À part entière. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Quelles sont ses tâches à lui, enfin, très rapidement, mais parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que lui te donne comme information pour que toi, tu puisses travailler? Bah, lui, en général, il va surtout capter en fait ce que l'utilisateur fait sur l'interface, c'est-à-dire sur quel bouton il clique le plus souvent. La mesure. Voilà, exactement. Il va se baser sur des datas, sur les feedbacks qu'on aura. Il fait également. Après là, on est un produit très early, donc du coup, on était très. C'est une boîte à taille humaine, donc du coup, on est très proche de nos utilisateurs. Donc on va essayer de les capter, que ce soit en visio ou parce qu'avec le Covid, donc ce sera en visio ou même faire des rendez-vous pour savoir s'ils ont bien compris le projet, ce qu'ils pensent être le mieux à améliorer, etc. Et du coup, moi, j'intervenais à ce moment-là quand il avait ces réponses-là des utilisateurs. Là, par exemple, on a une mission de micro-trottoir à aller faire. C'est pas forcément, je sais pas si c'est vraiment le travail d'un UX, mais en tout cas, le fait d'aller à la rencontre des utilisateurs et de leur montrer en live and direct l'application, tu captes direct l'émotion sur le produit. Donc, du coup, moi, il me retransmet tout ça et j'essaie d'améliorer au mieux l'interface. Ouais. Moi, ça me rappelle effectivement des avec qui j'ai travaillé, qui, en fait, toutes les semaines, elle est dans une salle pendant 1 heure et en fait, chaque collaborateur donc du plateau passait en fait et donnait son avis sur vraiment des ressentis. Okay. Moi, j'aime ça. Okay. Par rapport à des designs qui étaient proposés ou des expériences qui étaient proposées. Et lui disait rien. Ok, d'accord, je prends ça, je prends l'info. Et après, effectivement, il expliquait vraiment quelques jours plus tard quelle était la démarche après pour vraiment retrouver l'essence même de ce qu'il voulait proposer et dire voilà pourquoi on a construit ça, voilà ce que vous avez dit, voilà ce que nous on va en ressortir. Effectivement, se prendre à la fois les entrants des collaborateurs qui sont là qui travaillent sur le projet, mais les entrants aussi effectivement des users finaux qui sont sur le terrain et compagnie. Et c'est eux aussi qui déclenchaient des études. Et voilà, il nous faut une étude utilisateur, c'est tant de 1 000 €. Hop, on déclenche quelqu'un qui va aller interroger des clients ou faire venir des clients directement, en fait, sur site, pour le coup. Ouais, c'est pareil. On fait beaucoup d'ateliers aussi. Tout ce qui est, atelier par rapport aux produits. Donc, du coup, on a ces questions qu'on se pose sur le produit. Est-ce qu'il faut... sur quoi on peut s'améliorer, quelle est la feature la plus importante à mettre en avant, parce qu'en fait, un produit, que ce soit site internet ou application, il y aura forcément différents parcours dans le site ou l'application, mais il y a forcément une feature, une fonctionnalité qui va devoir être mise en avant pour pouvoir vendre, enfin, c'est ta manière de vendre en fait ton produit, et du coup, c'est sur ça c'est sur ce point-là absolument qu'il faut capitaliser et amener en tout cas l'utilisateur le plus rapidement, de manière plus accessible. Voilà, donc il y a pas mal d'ateliers par rapport à ça et effectivement à ce moment-là, c'est là que l'UX aussi, il essaie aussi d'orienter. Il va pas orienter les avis, mais il va orienter les questionnements. Et nous, on va devoir traduire et réfléchir à tout ça sur
sur des post-it, par exemple. Et ça va donner une cartographie très intéressante où il y aura des idées totalement bizarres d'un premier œil, mais après, finalement, ce sera pas forcément bizarre. On va peut-être se pencher un peu plus là-dessus et on va trouver des solutions ou des composants qui peuvent amener à un parcours encore plus smart, quoi. Ok. Et comment dire ça? Quelles sont les qualités pour être un bon designer, oui? Quelles sont les qualités? Je pense qu'il faut être curieux. Ouais, je pense qu'il faut être curieux, qu'il faut pas avoir peur d'échouer, parce qu'en fait, que ce soit DIA ou graphiste ou UI designer, on a et j'ai eu du mal à comprendre ça, et c'est d'ailleurs dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui qui m'a fait réaliser ça. On a cette valeur ajoutée dans le sens où ce qu'on produit, c'est ce qui est le plus visible. Clairement. Et du coup, tu peux te mettre beaucoup de pression pour ça, parce que du coup, un projet peut s'effondrer pas à cause de toi, mais en fait, ce qu'on va voir en premier abord, c'est l'interface, c'est ce que tu vas présenter, l'interface ou le support, et les couleurs qui vont ressortir. Donc, du coup, il y a une vraie recherche, une vraie pression. Donc, je pense qu'il faut être curieux et il faut pas être, je veux pas dire susceptible, mais il faut être ouvert. Faut être ouvert à la critique. Voilà, ouvert à la critique. Parce que c'est toujours bon à apprendre. Et puis après, tu gères en fonction de tout ça. Mais ouais, curieux et ouvert d'esprit. Ouais. Ok. T'as capté un truc là quand j'ai dit... Oui, en fait, j'ai capté un truc carrément parce qu'en fait, moi, j'ai déjà côtoyé en fait des entreprises où les designers ont proposé des choses, et puis il y a quelqu'un qui arrive et dit mais ça, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est dégueulasse. Mais c'est horrible quand on te dit ça, parce que tu en prends un coup aussi bien sur mais aussi parce que tu te dis que pour toi c'était cool ce que tu avais fait. donc ça te fait mal. C'est vachement sympa mon truc. Attends, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça fait mal. Donc ouais. Donc oui, il faut réussir à gérer entre guillemets les critiques, parce que faut pas le prendre personnellement, je pense. Et là où avant, quand tu débutes, tu vas forcément le prendre personnellement. Tu vas forcément te dire merde, j'aurais dû mieux faire, j'aurais dû faire plus de recherches pour avoir vraiment un résultat où tout le monde soit satisfait du résultat. Donc, mais après, c'est pas personnel. C'est pas du tout personnel. Donc, et c'est là où en fait l'expérience en fait rentre en compte. Et c'est super important. Moi, je le vois par rapport à ce que tu dis, par rapport à cette expérience, que il y en a effectivement qui arrivent à prendre le recul par rapport à une situation, d'autres qui vont le prendre à cœur et dire mais non, en fait, pourquoi tu me dis ça, machin, mais non. En fait, il faut pouvoir aussi bien l'exprimer, mais la personne, ce qu'elle a dit, c'est que ça correspond pas en fait à la vision du produit qu'elle avait, ça correspond pas à ça en fait. Donc, elle a sûrement exprimé, mais il y a quand même un fond qu'il faut prendre en compte, qui ça correspond pas à ce qu'on veut en réalité. Et puis après, ta mission aujourd'hui, quand on te dit ça, c'est aussi challengeant, parce que tu te dis que y a encore mieux à faire, donc voilà, je peux encore aller chercher et je veux pas me faire pire. Enfin, si tu fais pire, voilà, c'est ça. Donc oui, ça ne peut que aller dans la bonne vibe, quoi. Donc voilà. Quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets en tant que designer d'interface? Ou en tant qu'illustratrice, pour le coup. En tant que designer d'interface, je suis dans une boîte dans laquelle je m'épanouis fortement, puisque je suis rentrée au pays, j'ai eu cette opportunité de travailler à distance. Donc, du coup, ça me fait des journées où, par exemple, j'ai du temps l'après-midi pour travailler sur Kimoon4. Et mes projets, c'est de développer Kimoon4 et d'avoir des collaborations avec, je parle Kimoon4 comme si c'était une personne, mais en fait c'est juste pour mon compte Instagram. Voilà, c'est d'avoir des collaborations à ce sujet-là avec tout ce qui est local, quoi, en Martinique, dans la Caraïbe, etc. Ok. Ça aurait été une réelle, je serais très honorée de faire des projets comme ça avec l'illustration. Voilà. Où est-ce qu'on peut te joindre, te suivre? Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Kimoon4 sur Instagram, donc Kimoon, K-I-M-2-O-N.4, K-A-T. Super.
Donc ça, c'était pour Kimoon4. Si vous souhaitez contacter Kathleen pour tout ce qui est du graphisme, on va dire, web ou digital, n'hésitez pas à la contacter sur son site kathleenlc.com, KATLEENLC.com. Je vous mets les petits liens dans la description du podcast avec Kimoon4 et kathleenlc.com. Voilà. Kathleen, merci beaucoup Merci à pour ta toi. présence et c'était très 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 enrichissant. J'espère Très que cool. ça t'a plu déjà aussi. Ouais, pour une première, c'est très très cool. Ça va, le stress est redescendu un petit Le peu. stress est redescendu rapidement. Non, c'était cool. Bon, super. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. J'espère que, ce ne sera pas en tout cas le dernier. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura encore plein d'autres. On va parler d'autres métiers, en fait, du digital. Effectivement, donc, social media manager, community manager, développeur front, architecte, product owner, product manager, chef de projet. Il y en a plein. Ouais. Et pour nous, je pense que c'est important de faire ce travail-là, de pouvoir expliquer un peu quels sont les métiers. Parce que, encore une fois, bien souvent, quand on va avoir une agence, on se dit, moi, je veux un site. OK. Mais en fait, quelqu'un tout seul peut pas faire le site pour toi. Il faut toute une équipe derrière ça. Moi, c'est mon quotidien. Ce format de podcast, il est fait pour parler des métiers du digital et on va s'y atteler. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour que l'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.